Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1207 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 mai 2026. Cette semaine, dans le Flash Actu, petit point sur les nouveautés optiques Viltrox et Lumix. GoPro annonce sa Mission One. Baptiste nous parle du coup de cœur Fox de la semaine et on connaît les lauréats du Nikon Film Festival, des Sony World Photography Awards et des World Press Photo 2026. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'opticien chinois Viltrox vient d'annoncer deux nouvelles optiques. Il s'agit d'un 35 et d'un 55 mm f1.8 en gamme Evo pour les hybrides full frame Sony et Nikon. Ces deux objectifs ont la particularité d'avoir une conception apochromatique qui limite les aberrations chromatiques et d'exploiter des verres à haut indice de réfraction, des verres ED à faible dispersion et des lentilles asphériques. Ils exploitent une motorisation autofocus STM et un diaphragme à 9 lamelles. Ils sont compacts et légers. On retrouve une bague de réglage du diaphragme cranté ou fluide et un bouton personnalisable. Les Viltrox AF 35 mm f.8 Evo Apo et AF 55 mm f1.8 Evo Apo sont respectivement proposés au prix de 459 € et 429 €. Lumix, pour sa part, vient d'annoncer une nouvelle focale fixe en monture L, un 40 mm f2 très compact qui se mariera par exemple très bien avec le Lumix S9. L'objectif est composé de 7 éléments répartis en 6 groupes avec 3 lentilles asphériques. Il exploite lui aussi une motorisation autofocus STM et un diaphragme à 7 lamelles. Il pèse 144 grammes et mesure environ 4 cm de long. Le Panasonic Lumix S 40 mm f2 sera proposé au prix de 399 € et disponible à la mi-mai 2026. On l'avait déjà évoqué en début de saison. GoPro vient d'officialiser une nouvelle caméra intitulée Mission One, ou plutôt presque un nouveau système avec plusieurs modèles. La Mission One, la Mission One Pro et la Mission One Pro ILS. Les caméras exploitent un capteur 1 pouce de 50 millions de pixels qui est associé au nouveau DSP GP3 et un bloc optique ultra grand angle équivalent 14 mm. La version ILS s'offre même le luxe d'être à objectif interchangeable en monture micro 4 tiers mais sans autofocus. On retrouve des modes d'enregistrement allant jusqu'au 8K et des cadences d'acquisition folles, notamment pour les versions Pro 60p en 8K, 240p en 4K et 960p en Full HD. Le constructeur annonce par exemple une dynamique de 14 IL, du RAW en photo avec une rafale à 60 images par seconde, du son en 32 bits flottant, des modes créatifs, de l'open gate, du GP Log 2 10 bits jusqu'à 240 mégabits seconde, la stabilisation hyper smooth, une batterie Enduro 2 qui promet plus de 3 heures d'enregistrement en 4K 30p. On retrouve aussi de nombreux nouveaux accessoires, système de micro sans fil, grip, caisson étanche 60 mètres, stabilisateur et même éclairage. Les nouvelles GoPro Mission One seront disponibles dès la fin du mois de mai et proposées en kit avec plus ou moins d'accessoires. Les kits de base sont proposés à partir de 599 € pour la version standard et 699 € pour les versions professionnelles. On continue avec Baptiste Soto qui nous parle cette semaine de la 4e génération de l'Osmo Pocket signé DJI. La série Osmo Pocket de DJI, c'est vraiment un produit très particulier, puisque c'est des mini caméras embarquées. On va dire que c'est des descendants des GoPro sans le côté étanche et avec un système de vidéo, avec un format qui fait approximativement, pour ceux qui connaissent pas, le gabarit d'une brosse à dents électrique. Le principe, c'est d'avoir une mini caméra ultra transportable et évidemment d'excellente qualité, puisqu'on a quand même sur cette mini caméra de la vidéo 4K. On est sur des capteurs 1 pouce, donc c'est des capteurs identiques à ce qu'on peut trouver sur des compacts experts ou sur des produits vidéo haut de gamme, qui peut aller jusqu'à 240 images secondes. Donc c'est alors une espèce de zoom, d'agrandissement optique sans trop de déperdition de la qualité, et surtout une caméra ultra légère, puisqu'on est sur un produit qui pèse moins de 200 grammes. Heu, alors c'est un petit peu plus que la Pocket 3, donc là je vais juste faire quelques parallèles entre la 3 et la 4, parce que je pense que vous allez être nombreux équipés en Pocket 3 à vous dire: «Est-ce que je dois basculer ou pas sur la 4?» La caméra est montée sur le même gimbal, le même stabilisateur 3 axes, qui a fait ses preuves, qui fonctionne très, très bien, qui permet d'avoir une super fluidité dans le mouvement sur toutes les vidéos.
Autre chose qui change pas, l'optique avec une équivalence 20 millimètres en 24-36, ouverture 2, parfait, très bien pour l'utilisation du produit. Chose qui est nouvelle et qui est très chouette, alors j'en avais parlé quand ils avaient sorti le Neo 2, c'est le contrôle par les gestes. Donc ça, c'est très, très bien quand on est en solo et qu'on veut pouvoir déclencher, zoomer, dézoomer, reculer, uniquement quand on est tout seul face à sa caméra et ça, c'est top. Ça permet vraiment d'être autonome. En termes de fluidité, on est quand même passé sur 240 images secondes, là où l'Osmo Pocket 3 ne faisait que 120 images secondes. Une grosse nouveauté et qui est top, c'est qu'il y a 107 gigas de stockage interne. C'est-à-dire qu'en interne, dans ce tout petit produit, il y a l'équivalent de 3h30 de vidéo 4K 60p. Il y a une amélioration sur la partie sonore avec un zoom audio, ce qui va permettre de se rapprocher, notamment quand il y a des cibles un petit peu lointaines ou quand on veut interviewer quelqu'un qui est un peu loin pour éviter les bruits qui sont autour. Il a une autonomie de 4 heures, alors que l'Osmo Pocket 3 était un peu moins de 3 heures. Donc, je vous disais tout à l'heure, 3h30 de vidéo en autonomie sur la mémoire interne, 4 heures d'autonomie sur le produit. On est vraiment sur du lourd, quoi. Et la recharge, grosso modo, en une demi-heure, on peut recharger 80% de la batterie. Même chose que sur le Pocket 3, donc c'est très bien et très rapide. Alors, moi, je conseille vivement de s'équiper plutôt avec la version Creator Combo, puisqu'il y a toute une foule d'accessoires qui sont proposés avec. Il y a la pochette de transport, il y a un mini trépied, un émetteur audio Mic 3, un objectif grand angle, une poignée d'extension, une torche LED, enfin voilà, tout un pack d'accessoires qui permet d'être autonome. Et donc, je dirais en conclusion que la grande force de ce produit, c'est d'être un véritable couteau suisse. C'est la solution idéale pour ceux qui veulent un outil simple, moderne, efficace et accessible. On n'est pas sur un produit qui va coûter plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est vraiment pour faire les premiers pas sur les vidéos. N'hésitez pas, foncez, c'est le bon choix. La nouvelle DJI Osmo Pocket 4 est proposée à partir de 479 € en pack de base avec la caméra, la poignée, le câble et la pochette de transport, et un pack créateur combo proposé au prix de 619 €, intégrant plus un objectif grand angle, un système son DJI Mic 3, une lumière d'un point, un mini trépied et un sac de transport. Et pour terminer, un mot sur les lauréats de grandes compétitions photo et vidéo qui ont été dévoilés pendant l'intersaison. On commence avec les SWPA pour World Sony Photography Award. Cette année, pour la 19e édition de la compétition, c'est une photographe mexicaine, Citlali Fabian, qui remporte le prestigieux prix de photographe professionnel de l'année ainsi que la première place dans la catégorie créativité. Elle signe une série de portraits intitulés BA Story of My Sisters qui raconte l'histoire de femmes emblématiques issues de communautés autochtones de l'État de Oaxaca ayant eu un impact significatif dans la défense de leurs droits et dans des domaines variés tels que le droit, la linguistique, les arts ou encore l'écologie. Aucun Français n'est au palmarès cette année, mais on peut souligner la 3e place de Alexandre Bagdasarian dans la catégorie projet documentaire. La contribution exceptionnelle à la photographie a été décernée au photographe américain Joel Meyerowitz. Normalement, nous devrions pouvoir découvrir une exposition des photos lauréates de cette édition à l'occasion du prochain salon photo-vidéo à Paris en octobre prochain. Ensuite, on connaît aussi les lauréats de la 16e édition du Nikon Film Festival, dont le thème était la beauté et dont le jury était présidé par le réalisateur Nathan Ambrosioni. C'est le film L'éclat de Tansy Makele qui remporte le Grand Prix du jury court-métrage et Prunelle de Camille Charavet qui remporte le Grand Prix jury mini-série. Tous les films sont accessibles gratuitement en ligne sur la chaîne YouTube du festival. Et pour terminer, c'est la photographe américaine Carol Guzzi pour le Miami Herald qui signe la photo de l'année au World Press Photo. La photo, intitulée Séparée par l'ICE, a été réalisée en août 2025 à New York. On y voit la séparation d'un migrant équatorien nommé Luis de sa famille après son arrestation par l'ICE pour Immigration and Custom Enforcement et à l'issue d'une audience devant le tribunal de l'immigration.
Bon, voilà pour le Flash Actu cette semaine. Un peu dense, évidemment, hein, puisqu'on a eu 2 semaines de battement avec l'épisode précédent. Toujours de nouvelles optiques. Et j'ai quand même le sentiment que l'univers commence un petit peu à se calmer au niveau des prix. On revient sur des choses un peu plus raisonnables autour de 500 €, avec par exemple ce petit 40 mm f de Lumix qui, ma foi, est assez séduisant sur le papier. Ouais, moi perso, le 40, c'est une focale que j'aime énormément, mais j'ai commencé avec ça, moi, avec un petit Summicron de 40 f2 à l'époque sur un petit CL. Je trouve que c'est le bon compromis entre le 35 et le 50. On va en reparler hein, très La prochainement, semaine Arthur. prochaine. Voilà, ça va être un débat. Donc, oui, moi j'aime bien. Bah, c'est un peu logique. Après, le 40 f2, on le retrouve. Il y en a un chez Nikon, 40 f2, effectivement. Je crois que TT Artisan en fait un, mais à f2.5. La Lumix en proposant à son tour. Donc, des focales fixes comme ça, moins de 500 €, c'est pas mal. Faut pas trop en demander, même si petit bac de diaph, ça aurait été sympa. Un petit agrément supplémentaire qu'on peut retrouver chez Fuji hein, sur les focales fixes ou chez Sigma. Je trouve que ça aurait été, ça n'aurait pas été de trop. Oui, puis c'est une focale qu'on retrouve aussi chez Voigtlander de longue Alors, date. Complètement. J'ai une version réflexe de Voigtlander F2 justement qui était fournie avec une petite bonnette macro. En monture Nikon d'ailleurs. Monture Nikon. Les SL. Exactement. Tu as eu le 41.2, 41.4 classique. Ouais, c'était tout métal, superbe. Ouais. Tu as eu Zeiss, on a fait en monture Sony aussi, les Bâtisses. C'est pareil, c'est une optique assez exceptionnelle. Ouais. Et puis chez Fuji, on a le 27 mm en mode pancake, alors qui est moins lumineux, F2.8, mais qui fait 100 grammes. Quoi. Qui est sorti avec le X5 d'ailleurs. Qui non, qui était annoncé, tu parles du 27 qui était 27, revisité, enfin voilà, le amélioré. 23 le 27 originel, alors il faudrait vérifier, mais oui. donc on va mettre ça sous le jugement du grand pape de chez Fuji, je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'il est sorti à peu près au moment du X2, quelque chose comme ça. C'est une optique assez ancienne qui a été revisitée en mode WR par la suite. Exactement. Et là, avec le X5, c'est un 23, donc plus c'était un 23 de 8. Ouais, tout à fait. Est-ce que GoPro a bien les pieds sur terre avec sa Mission One, qui a le nom d'une mission spatiale, ça, complètement. Objectif interchangeable sans AF, quoi. Ça me fait penser à la visite cachée de la Lune, cette histoire. Alors, je suis très très mauvais sur ce type de produit. Ouais. Je pense juste que j'aimerais pas être à la place de la carte SD. Après 260 mégabits, ça signifie que c'est du 4.2.0, donc c'est quand même très comprimé. Il y a beaucoup de définitions, 50 millions de pixels sur un capteur d'1 pouce. Je suis pas certain que l'optique fournisse 50 millions de détails. Alors, on va pas se mentir. Donc j'aurais tendance à dire c'est impressionnant et en même temps, est-ce bien nécessaire ? Oui, c'est ça. À qui ça s'adresse vraiment? Et puis alors le côté Mission, ça fait aussi penser au Key Mission qu'avait tenté Nikon à l'époque. C'est pas un bon karma pour le coup. Non, alors au karma, oui, effectivement, l'incursion aussi de GoPro dans l'univers du drone qui s'est soldée par un échec assez retentissant qui leur a coûté d'ailleurs très très cher à l'époque. Faudra voir en pratique ce que ça donne, hein, parce que l'intérêt des GoPro, c'est quand même de se faufiler là où les appareils ne vont pas. Ouais, mais c'est un marché tellement concurrentiel maintenant avec DJI et avec Insta qu'il faut qu'ils se démarquent et ils essayent ça. Tout à fait. Pourquoi pas? Tout à fait. Mais c'est vrai que l'Insta 360, par contre, c'est un chouette produit, quoi. Enfin, Ah bah c'est extraordinaire. Et puis tout ce qui se passe en ce moment sur la vidéo à 360, c'est absolument passionnant, là, pour le coup. Mais c'est vrai, qu'est-ce que vont apporter réellement ces appareils très séduisants sur le papier? Ça fait une petite rupture. Nous, ça nous donne du grain à moudre, on est content. En pratique, je vois pas vraiment qui demandait ça. Voilà. Oui, je crois que c'est une marque qui chute pas mal depuis la 8 ou la 9, où ça a pas marché d'enfer et ils essayent de. Oui, pourtant les derniers produits sont lead. bons. Enfin, je veux dire, les GoPro 12, 13, c'est des bons modèles. Hein. C'est vraiment des bons produits. J'ai pas dit que c'était mauvais. Mais il y a un état de marché, en fait, simplement. C'est qu'il y a aussi un moment où, quand le produit est bon et mature, ça devient difficile de se renouveler, quoi. Enfin, complètement. Et on est coincé entre un produit qui objectivement fonctionne très bien et correspond à 80-90% des gens qui ont besoin de ce type de produit. Et la nécessité de faire de la nouveauté. Et faire de la nécessité, oui, il y a une espèce de pression.
qu'on connaît aussi chez Fuji. Hein, quand est-ce qu'il arrive le X Pro 4? Alors, Oui, d'ailleurs, parlons-en. alors, je vais vous le dire. Là, accrochez-vous, je vous donne la réponse. C'est maintenant, tout de suite en live. Je ne sais pas. Bon, on va pas revenir sur l'Osmo Pocket 4. Hein. Je crois que Baptiste a très bien expliqué les choses. Par contre, Benjamin, est-ce que tu pourrais nous faire une petite revue de presse? Revue de presse, on va parler de nos confrères de Chasseurs d'images et Réponses Photo. Donc, le dernier numéro de Chasseurs d'images daté de mai 2026 consacre quelques pages au travail nocturne de Daniel Magnin et Pascal Bourguignon. On a reçu Pascal à nos micros, on en a parlé abondamment, hein, surtout de la manière dont il a défiltré un GFX 100 pour faire de la photo infrarouge et saisir la faune nocturne. Donc là, il le détaille dans une interview dans le numéro, c'est passionnant. Vous trouverez aussi un portfolio, une interview assez originale autour de l'univers d'Olivier Mériel. Il photographie des objets du quotidien. Je vous invite à regarder son travail, c'est assez étonnant. Côté test, un comparatif justement, on vient d'en parler, entre plusieurs action cam 360. Donc il y a les DJI Osmo 360, la GoPro Max 2 et l'Instax 360X5, un comparatif signé Renaud Labracherie, qu'on salue, ainsi qu'un test de l'hybride plein format Lumix S1 2E, des Sigma DG 200 mm f2 Sport 35 mm f1.2 version 2, et alors ça c'est pour les gars qui aiment aller soulever DI3 de la fonte. 25-200 exactement. Ouais, absolument. Même si le 35 mm version 1, f1.2 dans sa version 2 justement perd un petit peu de poids par rapport à la première version. Enfin, Réponse Photo, dans son numéro 389, propose un grand dossier pour interpréter la couleur avec un versant très technique, mais aussi des portfolios et interviews autour des œuvres, notamment de Ludwig Favre et Harry Gruyert. Philippe Bachelier, qui dresse un état des lieux des procédés couleurs disparus, comme le Cibachrome, Kodachrome ou Dye Transfer, etc. Par ailleurs, un dossier commis par votre serviteur évoque l'importance de la culture photo quand on est photographe. Et parmi les tests, un copieux banc d'essai du Leica M EV1, premier M à viseur électronique. Il y a un petit précis aussi sur la photographie grand angle, assorti de tests des Canon RF 7-14 et 14 mm, du Tamron 16-30 mm G2, et puis à l'autre extrême, un test du Zoom OM System 50-200 mm f2.8 IS Pro. Enfin, un mini-guide sur l'utilisation d'un flash Cobra. Le flash, ça devient un petit peu le parent pauvre en photo, il y en a de moins en moins. Donc, pour ceux que ça intéresse, tout ça est en kiosque. Et je citerai, on a parlé de couleurs, on a parlé des WPA, je citerai le numéro 68 de Polka Magazine, qui est toujours en couve, avec une magnifique couve justement sur le travail d'un certain Joël Meyrovitz. Si vous aimez la couleur, regardez. Et je rajouterais que Chasseur d'images aussi vient de publier un guide destiné au focal fixe. Si vous êtes passionné d'optique et de focal fixe, il y a 156 objectifs testés qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce guide. Puis la focale fixe, c'est la vie. Puis la focal Absolument. fixe, c'est la vie. Absolument. Voilà pour le Flash Actu cette semaine.